On aborde le deuxième sujet, c'est celui de ce rapport sénatorial et une proposition assez choc en disant le salafisme, eh bien, il faut qu'il soit inscrit au nombre des dérives sectaires. C'est donc une proposition d'un rapport piloté par deux sénateurs, l'un La République En Marche, l'autre Union Centriste. On s'en souvient, Manuel Valls, l'ex-premier ministre, avait voulu aussi interdire le salafisme. Alors est-ce une proposition efficace, réaliste? En attendant, l'ACTA est accusé de ne rien faire par une partie de l'opposition pour endiguer cette menace terroriste. C'est l'avis de Guillaume Larrivé, secrétaire général délégué des Républicains et député de Lyon. Il était ce matin sur la chaîne parlementaire. Je constate que sur cette question majeure de la lutte contre l'islamisme, qui est un projet politique de subversion de notre pays, je constate que depuis 13 mois maintenant, la majorité s'est tourné les pouces, si vous permettez cette expression familière. Donc il est vraiment grand temps d'agir, parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une partie du territoire national, une partie de la communauté nationale, qui en réalité fasse sécession et qui soit aujourd'hui soumise à la charia. Nicolas Carato, la majorité se tourne les pouces sur la question du terrorisme et de la menace. C'est pas le sujet préféré de la majorité actuelle. Il faut bien le dire. C'est un sujet où on voit se recomposer les clivages que Macron nous avait promis disparaître. C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, y compris au sein du groupe La République En Marche et du parti, on voit bien la gauche renaître, la droite renaître, et derrière des problématiques et aussi beaucoup d'ambiguïté. C'est un vrai sujet, et le sujet est compliqué à régler. Le rapport sénatorial, il a l'avantage d'explorer une piste qui est effectivement la dérive sectaire. Après, on sait qu'il y a plusieurs types de salafisme. Le salafisme, ce n'est pas uniquement un salafisme djihadiste qui tend à des opérations terroristes. C'est d'abord, majoritairement dans ce pays, je dirais, une bataille idéologique pour reprendre en main une communauté musulmane que les salafistes jugent pervertie par l'Occident et par la modernité et la ramener dans une approche beaucoup plus littérale, beaucoup plus traditionnaliste de la pratique de l'islam. Donc les salafistes, pour la majorité en France, n'ont aucun intérêt à voir se multiplier les opérations terroristes. Ils sont très contents de pouvoir continuer à travailler dans les écoles, dans les domaines associatifs, dans le domaine humanitaire, sans faire de bruit et en progressant par rapport à leur bataille idéologique. Donc effectivement, comment les appréhender sans remettre en cause des valeurs importantes dans notre société que sont la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Cette idée d'inscrire ça dans le nombre des Moi, dérives je trouve sectaires. que c'est malin de prendre ça sous l'aspect sectaire, avec une vraie difficulté juridique, c'est que dès que vous commencez à appliquer le mot secte à un fait religieux, vous ouvrez effectivement la boîte de Pandore et vous créez des réactions très épidermiques dans les milieux religieux, je dirais institutionnels, traditionnels, que ce soit les catholiques, les protestants ou la communauté juive. Et donc on voit bien qu'il y a un défi à relever qui est un défi juridique en France, c'est-à-dire où est-ce qu'on met le curseur. Comment est-ce qu'on peut interdire par exemple à des parents de faire porter des vêtements religieux à leurs enfants au plus bas âge, des vêtements religieux qui les discriminent socialement. On voit bien que c'est le cas d'un certain nombre de jeunes femmes et de très jeunes filles de plus en plus dans certains quartiers en France. Mais la réponse qui doit être juridique, parce qu'on est dans un état de droit, elle est difficile à trouver. Et moi, je pense que c'est intéressant qu'on ait ici une proposition qui vienne qui vienne de deux familles politiques différentes au Sénat. Benoît Dumoulin, sur cette question précise de la possibilité d'inscrire ça au nombre des dérives sectaires. Oui, mais c'est bien, mais ça n'ira sûrement pas assez loin. Pourquoi ? Parce que le qualificatif de secte, on sait très bien que la jurisprudence l'évalue de manière très, très, très méticuleuse et il faut tout un ensemble de critères. Et donc, on est parti pour des batailles juridiques pour dire oui, telle association est une secte. Et puis, qu'est-ce qui empêche... Qualifier l'emprise aussi, parce que... bien sûr. Et qu'est-ce qui empêche, de toute façon, une association salafiste dissoute, dont la mosquée a été fermée, de se reconstituer sous un autre nom, en disant « Ah non, nous, on n'est pas salafiste, mais on gère telle école, on gère une salle de sport dont on se rend compte finalement que c'est une salle de prière. » Ça arrive très fréquemment. En fait, on passe vraiment entre les mailles du filet. Il faut dire, on n'est pas forcément aidé par une tradition très libérale de la justice qui pouvait avoir sa cohérence avant la menace salafiste. Mais là, on parle de la menace salafiste, mais il y a aussi... les chiffres, c'est exactement
il y a 120 mosquées salafistes et quelques-unes, 11 je crois, ont été fermées, mais elles ont réouvert parce que justement elles ont gagné ce recours en justice. Mais il y a aussi 147 mosquées tabligh et 200 mosquées de l'UOIF. Donc vous mettez ça bout à bout. Les sources que je donne, c'est le service central du renseignement intérieur. Ouais. Et on se rend compte que, oui, moi je suis d'accord avec ce rapport sénatorial, oui c'est ça, sénatorial, Oui. le gouvernement n'est pas à la hauteur, il y a tout ce qu'il faut en matière de renseignement, et après les décisions, elles arrivent au compte-gouttes sans qu'on... et puis on les découvre qu'au bout d'un attentat, que en fait le terroriste était fiché S et qu'on n'a rien fait, parce qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Alors, gouvernement pas à la hauteur ou finalement absence de nécessité de faire un plan, un énième plan et application de ce qui existe et de la législation, Alexandre Malafaille? Ils ne sont pas à la hauteur depuis longtemps. Le premier rapport alarmiste était daté de 2004. Voilà, il a été enterré et on a continué à enterrer. Et c'est vrai que si Daesh n'était pas survenu, on aurait continué à laisser s'enquister, s'enraciner toute une série de pratiques et de dérives que moi je crois, qui sont intolérables au regard de nos valeurs et de nos standards, et puis en plus qui ne sont pas dans une voie d'extinction, qui sont plutôt en voie de prosélytisme et de développement. Donc ça a des racines qui sont très profondes, parce qu'on aurait dû dès le départ, à partir du moment où on a commencé à accepter une immigration nouvelle avec une religion nouvelle, il fallait poser le problème dès les années 60, se dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et comment est-ce qu'on va gérer cette question-là. Et on a fait du Rousseau, voilà, tout va bien, tout va se régler en marchant, et personne n'a géré la question. Maintenant, le mal, il est extrêmement profond. C'est-à-dire que vous avez vraiment, effectivement, dans des quartiers, dans des zones, et dans une partie de la population, alors elle est peut-être marginale, mais il n'empêche qu'elle pose un véritable problème. Il suffit de voir sur Internet comment, dès qu'on s'exprime sur ces questions-là, quelle violence ça peut, moi j'en ai fait l'expérience la semaine dernière, quelle violence ça génère quand on dit quelque chose. Quand on prononce le mot charia en disant qu'effectivement il y a des pratiques, il y a des dérives et il y a des comportements inacceptables, ça réagit extrêmement violemment. Alors ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais il n'empêche que c'est un vrai symptôme. Alors l'idée de qualifier du point de vue juridique, de toute façon on est dans un état de droit, donc la seule réponse est juridique, elle ne peut pas être policière au sens uniquement administratif en disant on tape dedans, genre état de droit. Il faut effectivement un cadre, sauf que ça va être effectivement très long, et ça ne suffira pas. Évidemment que derrière vous avez l'école, évidemment que vous avez une lutte internationale. Sur l'école, c'est ce que dit d'ailleurs le rapport. sur l'école, 41% dans ce rapport, un chiffre parmi d'autres, 41% d'augmentation de la déscolarisation, c'est-à-dire d'enfants qui sont retirés de l'école avec leurs camarades pour être scolarisés à la maison. Plus 41% en 2 ans, je crois. Oui, peut-être pas forcément que pour des questions religieuses ou pour des questions liées au salafisme. Le problème, c'est... de la population qui est étudiée, là. Oui. Le problème, c'est que... autant l'inscription comme groupement sectaire peut être utile, effectivement, comme vous disiez, ça n'empêchera pas forcément les gens de devenir salafistes ou les associations de se remonter à côté. Ce rapport, il pointe, pour moi, il a 2 avantages. Un, il pointe les grosses carences et insuffisances du dispositif actuel en montrant que l'État est complètement dépassé par la situation, n'est pas capable de la prévenir et est complètement dépassé. Et 2, il fait des propositions qui sont très pratico-pratiques, autres que d'inscrire juridiquement dans la... Il revient d'ailleurs sur ce qu'avait fait quand même, ce qu'a perdu François Hollande en 2016, c'est-à-dire est-ce qu'il faut inscrire ou pas dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux. Ce rapport transpartisan dit oui, ce qui avait quand même conduit la gauche à sa perte en 2016. Et surtout, il dit qu'il faut mieux gérer les sorties de prison des gens qui ont été radicalisés, parce que là, on les lâche dans la nature, on ne sait pas quoi en faire, ils ont beau être fichés S, même après leur sortie. De toute façon, le droit aujourd'hui ne permet pas d'y répondre. Et mieux informer les maires des fichiers S qui sont dans leur commune. On parle des carences de l'État. Effectivement, il n'y a pas qu'une carence juridique, il y a une carence administrative. On parlera là des 20 000 fonctionnaires qu'on veut. Mais la déscolarisation, ça se contrôle. L'État doit contrôler. Et contrôler, y compris jusque dans les familles. Comment sont scolarisés par leurs parents, enfin, sont éduqués par leurs parents les enfants. Est-ce que l'État a les moyens de le faire aujourd'hui, y compris pour cette population? On parle des fonctionnaires de Bercy, mais le problème et un des leviers pour agir contre ces associations, c'est le contrôle des finances, le contrôle de l'origine des fonds, le contrôle de... Et vous mettriez des inspecteurs des impôts plutôt que des policiers pour aller contrôler ces associations culturelles ou je ne sais quoi, on trouverait des moyens d'agir qu'on a déjà utilisés par le passé dans d'autres sujets et sur d'autres schémas. Donc il y a effectivement des leviers qui sont dans le rapport, mais qui sont non seulement sous-utilisés, mais sous-dotés en moyens. C'est-à-dire on ne peut pas avoir de problème avec la cité. Le pouvoir politique, notamment de certaines mairies, ne veut pas avoir les banlieues qui s'enflamment, donc on achète la paix sociale et on dit aux policiers, non, vous contrôlez juste l'entrée et la sortie, mais vous n'allez pas à l'intérieur. Vous avez raison d'une certaine façon, parce que finalement, l'État, c'est nous. L'État, c'est de la représentation, elle est fabriquée par la représentation politique qui, effectivement, derrière, va fabriquer un État. Donc on est le reflet de ça, on a voulu ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que qu'est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter pour rétablir l'État de droit ?
Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il faut 3 mois à Notre-Dame-des-Landes pour arriver avec 2000 CRS, gendarmes et policiers? Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on casse pendant 5 jours un quartier entier à Nantes parce qu'il y a eu peut-être une bavure, on verra la suite de l'histoire, et on laisse faire pendant 5 nuits, et ainsi de suite, et ça fait 30 ans que ça dure, à chaque fois qu'il y a un problème, tout le monde casse tout. Enfin, si moi je suis demain victime de n'importe quoi, je ne vais pas aller casser tout autour de moi. Et on tolère ça. Donc on a accepté cette espèce d'établissement d'un État parce que l'acceptabilité générale de la population, si demain on utilise vraiment les moyens, des moyens sérieux pour rétablir l'État de droit là où c'est nécessaire, est-ce qu'on est prêt à accepter? Voilà, moi je pose juste la question. Vous avez peut-être suivi cette affaire de l'imam de Toulouse qui a, selon certains, dans un prêche, fait un appel au meurtre des Juifs. Céline Pina, qui est une ancienne élue locale, qui fait une tribune aujourd'hui dans le Figaro Vox pour dire que tout ça est assez scandaleux à ses yeux. Cet imam, ça fait une vingtaine d'années, je crois, qu'il officie. Il fait des prêches uniquement en arabe, selon les renseignements qu'on a. Certains disent que régulièrement, il y a des dérives dans ces prêches. Ça fait partie de ces illustrations où on a du mal, finalement, à trouver la bonne mesure. On peut se demander si, effectivement, il ne vaudrait pas mieux avoir tout de suite une réponse assez ferme. C'est indispensable. Enfin, est-ce qu'on peut accepter que dans un État comme la France, on ne puisse pas rentrer dans un site, un lieu de religion? Parce qu'on n'est pas la même religion. Enfin, je veux dire, n'importe qui peut rentrer dans une église aujourd'hui. Aller un vendredi dans un ensemble de mosquées en tant que non-fidèle, vous ne rentrez pas. Donc rien que ce type de pratique, la tolérance de ce type de pratique sur notre territoire est complètement contraire au principe, effectivement, de valeurs que nous devons partager. À un moment donné, ça doit être des lieux ouverts. Et quand on pratique, effectivement, alors si c'est qualifié, derrière, évidemment, si c'est vrai, derrière, il faut engager des poursuites. On ne peut pas se contenter de cette espèce de laisser faire une fois de plus, parce que c'est vrai que quand on dit l'État ne répond pas, et qu'est-ce qui va se passer l'an prochain? Les Français vont voter comme ils le méritent, c'est-à-dire extrêmement durement. Deux mots sur les imams pour parler vrai, puisque l'expulsion des imams radicaux, ça fait des années qu'on en parle et plusieurs gouvernements s'y sont cassés le nez sur cette question. Juridiquement, mais aussi diplomatiquement. Pour être très clair, pour expulser un imam, il faut bien tout lui trouver que le pays vers lequel vous l'expulsez soit d'accord pour l'accueillir. Or, on va dire les choses très clairement, il y a des pays du Maghreb, notamment l'Algérie, qui refusent de récupérer les imams radicaux et qui préfèrent les voir en France. Et puis, quand ils sont français, ils ne peuvent pas être expulsés. Et pire, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui, une fois qu'on a réussi à les condamner et à les expulser en Algérie, dit « Ah non, regardez, ils vont avoir des traitements inhumains et des tortures en Algérie, donc, et donc nous, on est obligé de les conserver aux frais du contribuable. Et on les loge à l'hôtel. L'autre argument, c'est de dire aussi, on préfère qu'ils soient là et qu'on surveille un petit peu ce qui se passe autour d'eux. C'est un argument policier des services qui effectivement préfèrent avoir les imams à disposition et qui même organise une sorte de rotation des imams, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une très très forte violence et concurrence entre les différents courants de pensée au sein de l'islam de France. Et vous avez notamment à Marseille, un cas très intéressant, pas à Toulouse, mais à Marseille, où un imam salafiste vient d'être remplacé, avec la bénédiction des autorités françaises, par un imam issu des frères musulmans. Je ne sais pas ce qu'on a gagné, je ne sais pas ce qu'on a perdu, mais on voit bien qu'il y a un jeu parfois un peu trouble, y compris des autorités françaises, sur la gestion, parce qu'il y a une vraie gestion politique et publique de l'islam en France. Quelques réactions toujours sur ce sujet. Pascal, qui est une femme, l'État de droit doit faire respecter la loi, tout simplement. Claude, on a besoin d'un peu d'autorité face au laxisme des 30 dernières années. Leonarda, l'État se cache derrière la justice, mais c'est notre justice qui n'est pas adaptée. Je vous livre une histoire personnelle. Vous parliez d'éducation et de civisme et tout ça. Il se trouve que j'ai eu vent d'une histoire dans une école du 15e arrondissement à Paris. Les parents d'élèves et des autres élèves voyaient arriver deux jeunes garçons accompagnés de leurs sœurs voilées, lesquelles sœurs accompagnaient leurs frères jusqu'aux portes de l'école et ensuite rentraient. On a demandé, quelques parents ont demandé pourquoi vous n'allez pas à l'école, et les petites filles ont répondu non, moi c'est l'école à la maison. Et les autorités de l'école, la direction de l'école avertie, a dit oui, on sait, mais on ne peut rien faire. C'est faux, parce qu'ils ont non seulement ils doivent faire, ils peuvent faire, mais ils doivent faire. C'est une obligation légale de contrôler la manière dont sont éduqués les enfants qui sont déscolarisés. Mais comme on est dans un état de droit, la scolarisation à la maison est autorisée à partir du moment où elle est faite dans les règles. Voilà, mais il faut contrôler, il faut le vérifier. Et l'État a l'obligation de contrôler que ces règles sont appliquées. Ça veut dire que dans le cas que vous citiez, il y a peut-être une école coranique qui n'est même pas déclarée. Oui, sans doute. Mais c'est pas impossible. On découvre quelquefois qu'il y a
une petite salle qui sert d'école. Et encore une fois, chacun, alors il y a un principe de liberté d'enseignement, mais à condition de le faire dans les règles. Il n'empêche qu'une partie de la droite a critiqué les conditions qui ont été mises pour mieux contrôler les écoles hors contrat, en disant c'est une atteinte à l'éducation. Bien sûr, mais parce que là on parle de choses différentes. Il faut savoir que dans les écoles hors contrat, vous avez à peu près 2% d'écoles musulmanes. Tout le reste, il y a beaucoup d'écoles Montessori, des écoles non confessionnelles. Il doit y avoir 15% de mémoire, ou peut-être un peu plus d'écoles catholiques, des écoles juives, mais les musulmans n'utilisent pas forcément ce levier. C'est beaucoup le levier périscolaire, les associations, ou alors soit des écoles sauvages, soit des salles de sport, des associations culturelles dont on ne sait pas trop ce qu'elles font. Voilà, c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait... Mais s'il y a une bonne nouvelle à retenir quand même, parce que les gens qui nous regardent peuvent s'inquiéter légitimement, mais malgré tout, il y a une vraie prise de conscience, à la fois parce qu'on dit l'État. C'est vrai que l'État a pris du retard, l'État s'est laissé déborder, mais aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a une vraie menace, qu'il y a un vrai péril. On ne sait pas trop comment l'attraper quand on est en fonction politique, parce que c'est très explosif comme sujet, mais voilà, il y a une action de fond qui est menée. Alors malheureusement, ce sera long, parce qu'on a pris trop de retard. Notre troisième sujet, c'est celui des finances publiques. C'est le